14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'amour, eh oui, l'amour. Voilà bien un mot qui veut dire beaucoup de choses, mais nous savons tous qu'il y a différentes sortes d'amour. Et si nous avons aimé plusieurs fois déjà dans notre vie, nous avons bien remarqué que ce n'était pas forcément de la même manière. Alors certains considèrent qu'il y a 7 degrés dans l'amour. Alors je vais essayer quand même de simplifier. On va dire déjà qu'il y en a 3. Alors il y a Eros, cet amour charnel, érotique, souvent d'ailleurs chargé de passion. Il y a Philéa, l'amour amitié, cet amour qui unit le couple pour un engagement commun. Et puis il y a Agapé, cette sorte d'amour inconditionnel. Mais enfin, reconnaissons que Agapé c'est quand même assez rare. Et puis surtout, on va peut-être essayer de savoir quand est-ce qu'il y a encore de l'amour entre nous. À quoi on reconnaît qu'il y a de l'amour ou à quoi on reconnaît justement qu'il n'y en a plus. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser avec mon invité François Bourgognon, parce que quand il y a encore de l'amour entre deux êtres, eh bien je crois qu'il est tout à fait possible de dépasser la crise quelle qu'elle soit. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se quittent peut-être un peu trop vite. Bon, en tout cas, on va aussi essayer de tordre le cou à toutes ces croyances sur l'amour et peut-être aussi voir quelles sont les vérités auxquelles on ne peut pas renoncer quand on parle d'amour. Et puis bien sûr, on va parler peut-être de l'amour de soi. Tout ça, ça suffira pas. Je crois pas qu'avec 2 heures on aura assez. En tout cas, je vous invite à venir nous appeler pour évoquer justement l'amour que vous portez à votre partenaire ou pas d'ailleurs. Et bien sûr, notre numéro c'est le 0826 300 300. Bonjour François Bourgognon. Bonjour. C'est vaste sujet parce que finalement, les philosophes, les psychanalystes, les psychiatres, puisque vous êtes psychiatres, se sont penchés sur la question. Et il y a plein de définitions de l'amour, mais au fond, il n'y en a pas une qui soit universelle. Oui, c'est un sujet assez vertigineux. Peut-être pour débuter l'émission, moi j'aime bien cette distinction entre émotion et sentiment. Alors déjà, est-ce que l'amour est une émotion ? Non, je crois c'est important de répondre non. Tout à fait. En fait, on a tendance à dire que l'amour s'apparente plus à un sentiment. Alors c'est un peu schématique, mais on dit qu'une émotion c'est bref et public, c'est-à-dire que ça se voit sur notre visage, tandis qu'un sentiment c'est durable et privé, c'est-à-dire que ça appartient plus à notre intimité mentale, psychique, et c'est pas nécessairement inscrit sur notre visage. Et effectivement, même si en amour il y a des regards qui ne trompent pas, en fait il n'y a pas vraiment de visage de l'amour comme il y a un visage pour les émotions. Et c'est peut-être d'ailleurs les regards qui ne trompent pas, c'est peut-être des regards de désir ou de pulsion sexuelle et pas d'amour. Oui, tout à fait. C'est que dans les dessins animés, par exemple, quand on voit Tex Avery avec les yeux qui sortent et la langue qui se déroule, effectivement, ça fait plus ça entre en résonance avec plutôt le désir sexuel. Oui, je crois. Donc voilà, effectivement, il n'y a pas vraiment de visage de l'amour, comme il y a un visage pour la colère, pour la peur, pour la tristesse. D'ailleurs, quelle que soit la culture, ça c'est important de rappeler, quelqu'un qui est en colère, qu'il soit chinois, japonais, français. Je ne sais plus quel pays on peut citer. C'est pareil, qu'il soit noir, blanc, jaune, rouge. Tout à fait, ces expressions universelles, les émotions fondamentales dites universelles. On a un visage qui est à peu près, une expression faciale qui est la même, reconnaissable partout sur la planète. Et donc l'amour, on va pas retrouver ça, et en fait on dit que l'amour c'est plutôt un ensemble complexe d'émotions et de pensées particulières qui vont s'associer à la tendance à vouloir être en présence de l'être aimé. C'est très général, mais ça permet d'englober effectivement toutes les formes d'amour dont vous avez parlé en introduction. On peut ranger là-dedans l'amour filial, l'amour amitié, l'amour qu'on ressent dans le couple. Et après bien évidemment, il y a cette notion de désir sexuel qui vient s'ajouter. Alors il y a des idées comme ça, des croyances, par exemple l'amour rend aveugle. Donc celle-là c'est assez facile à comprendre, c'est la passion qui rend aveugle, c'est-à-dire que quand on est attiré par l'autre après un coup de foudre, on ne voit que ce qu'on a envie de voir et on voit finalement l'autre tel qu'on aimerait qu'il soit. Tout à fait. Alors moi j'aime bien faire le parallèle avec quelque chose de totalement différent, c'est de dire moi quand je suis en retard, j'ai l'impression de prendre tous les feux rouges. Alors
Alors ça veut pas dire que je me les prends... je comprends bien. Ça veut pas dire que je me les prends plus que d'habitude. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que je me les prenne plus que d'habitude, mais quand je suis en retard, mon orientation mentale sélectionne l'information qui va dans le sens de mon retard en fait. Et quand on est amoureux, quelque part, c'est un peu le même phénomène, c'est-à-dire que on va sélectionner l'information qui va dans le sens finalement de valoriser et de nos désirs, tout à fait. Donc il y a ça. Il y a aussi la croyance que quand on s'aime, tout va être facile. Non, l'amour demande du travail. Hein. Oui, sur la durée, en tout cas, ça demande du travail. Alors, effectivement, généralement, ce qu'on appelle la lune de miel, en fait, c'est tout se passe bien et on n'a pas vraiment besoin de faire d'efforts, mais c'est après que ça se complique un peu, quoi. Il y a beaucoup de croyances. Il y a aussi, alors, il y a des gens qui considèrent que c'est une croyance. Moi, je crois que c'est quand même un peu vrai, qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir réussir en amour. Qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que psychiatre, vous qui avez beaucoup travaillé justement sur la confiance en soi, On sait que les personnes qui ont un trouble de l'estime d'elles-mêmes, une mésestime d'elles-mêmes, vont investir les relations d'une façon qui n'est pas sereine. Donc, et souvent dans un lien de dépendance. Donc, alors c'est pas que le fait de s'engager ou de prendre le risque de dépendre effectivement de quelqu'un est un problème, mais c'est quand on a le sentiment qu'on ne tient pas debout tout seul et qu'on a besoin de l'autre à ce moment-là, ça nous rend très fragile vis-à-vis de la relation et vis-à-vis de tout ce qui peut se passer. Donc effectivement. Et on risque de ne pas se respecter suffisamment juste par peur de perdre l'amour de l'autre. Absolument. Et donc c'est effectivement, c'est quand même un gage de sécurité pour nos relations. C'est aussi d'être capable de tenir debout tout seul et d'avoir un tant soit peu d'amour propre et d'estime de soi. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette formule, c'est pas parce que on aime l'autre qu'on va forcément lui donner ce qu'il a besoin, et on va plutôt donner ce qu'on croit ce que nous on a besoin? Oui, disons que moi j'aime bien les expressions parce que je trouve qu'il y a toujours un fond de vrai. On dit par exemple qui se ressemble s'assemble et les opposés s'attirent, donc qui sont deux citations totalement contradictoires. Mais il y a un peu de vrai dans les deux. Et il y a du vrai dans les deux, c'est-à-dire qui se ressemble s'assemble, pour moi c'est vraiment en termes de valeur, c'est-à-dire c'est impossible d'être dans une relation de couple et si on regarde pas dans la même direction. C'est sûr. Et les opposés s'attirent, c'est plus en termes de tempérament et souvent en fait on constate que des tempéraments... quelqu'un de très dépensier va plutôt choisir quelqu'un qui est radin, etc. Par exemple, ou quelqu'un de très comme ça canalise, si je puis dire, les excès de l'un et de l'autre. Tout à fait. Donc du coup, finalement, quelque part, on peut dire d'une certaine façon, souvent, on a tendance à avoir le béguin pour des personnes qui nous aident aussi à trouver une forme d'équilibre en termes de fonctionnement, quoi. Alors, dernière idée reçue, puis après on va donner la parole à ceux qui nous écoutent, qui ont certainement beaucoup de choses à nous raconter, notamment Karen, je crois, qui va pas tarder à être en ligne avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que le contraire de l'amour, c'est la haine ? Est-ce que le contraire de l'amour, c'est la haine ? En tout cas, c'est deux sentiments qui sont opposés, oui, qu'on oppose. Oui, moi j'aurais peut-être tendance à dire que, en tout cas, si c'est pas le contraire, on n'en est pas loin, quoi. Oui. Mais en fait, moi j'ai tendance à dire que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence, parce que finalement, quand on est dans la haine quelque part, c'est qu'il y a encore de l'amour, non ? En tout cas, il y a de la colère, en tout cas. Oui, il y a de la colère, il y a encore une forme de lien, effectivement. Alors que l'indifférence, finalement, c'est ce qui se joue quand il n'y a plus du tout de relation. Ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on travaille, en fait, quand les personnes viennent consulter dans des logiques de ce qu'on appelle des ruptures compliquées, c'est-à-dire de vraiment travailler sur l'irrémédiabilité de la rupture et d'arriver à une forme de quiétude, voilà, et après, si possible, d'indifférence, quoi. Alors il y a plusieurs indices comme ça qu'on va peut-être donner tout au long de ces 2 heures. Moi je vais déjà vous en donner une et puis je vous propose aussi François que vous donniez un indice. Par exemple, vous avez une très très bonne nouvelle qui vient de vous arriver. Si c'est pas votre partenaire que vous appelez pour lui annoncer en premier, c'est peut-être déjà qu'il y a plus tant d'amour que ça entre vous. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui. Et je vous laisse en donner un d'indice aussi. Oui, et puis aussi en fait cette tendance, ce qu'on retrouve dans la définition
hein, que je donnais tout à l'heure, c'est cette tendance à vouloir être en présence ou à se rapprocher de l'être aimé. Voilà, c'est-à-dire que si à un moment, en fait, on se voit qu'on est en permanence à distance et qu'on n'y pense plus, qu'on n'a pas spécialement envie de se revoir, c'est quand même... Si on n'a plus envie de se toucher, c'est quand même un signe, je pense. Allez, on fait une petite pause. On attend vos appels au 0826 300 300. Venez nous parler d'amour. Et puis Karen, dans un instant, prendra la parole. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de François Bourgognon. Vous vous souvenez, l'auteur de Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé. Je sais que vous êtes nombreux à avoir apprécié énormément son livre. Et le dernier s'appelle Nuance, toujours aux éditions First. Alors, ce qu'on a peut-être pas dit quand même, François Bourgognon, c'est que on a besoin d'amour et que l'amour est presque notre oxygène. Enfin, je veux dire, Ah oui, je connais pas des gens qui n'ont pas envie d'amour. Oui, on est des êtres de relation et ça fait partie vraiment des besoins fondamentaux. On a besoin d'amour et c'est même quelque chose presque qui dépasse notre entendement en fait. C'est quand on parle d'ailleurs de spiritualité, même au sens très large, on parle de quête de sens, d'amour, de compassion, la vie, la mort, l'amour. Et oui, et c'est Karen qui commence avec nous. Bonjour Karen. Alors, bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Alors l'amour, c'est quoi pour vous l'amour, Karen? Ça n'a pas toujours été la même chose. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est intéressant parce que ça montre bien aussi que l'amour, il va dépendre de d'où on en est avec soi-même. Hein. Oui, clairement. C'est ça, hein, ouais. Et ce que vous disiez tout à l'heure était très juste sur le fait d'être en capacité de s'aimer soi-même. Oui. Et donc en fait, moi, mon ex-mari, je l'aimais passionnément, follement, de manière trop démesurée. Et c'était un tort. Je l'ai compris plus tard. C'était une soif d'amour, j'imagine. Hein. Il y avait tout à fait ça, et puis il y a le fait que je suis hypersensible et que je l'ai aimé démesurément, je l'ai mis sur un piédestal, etc. Et en fait, actuellement, je suis avec quelqu'un depuis 5 ans, et je me rends compte que je l'aime complètement différemment. Et je l'aime, je lui ai dit d'ailleurs, mais je l'aime moins, mais je l'aime mieux. Mmh. Et parce qu'aussi, moi, j'ai fait un travail sur moi, etc. Et ça rentre en ligne de compte, je pense. Quand vous dites que vous l'aimez mieux, ça veut dire que vous lui en demandez moins, peut-être, non ? Non, justement, je lui en demande plus. Ah oui, vous osez vous demander ce dont vous avez envie et besoin. Oui. D'accord, c'est bien. Et je n'accepterai pas certaines choses que j'ai pu accepter par le passé. C'est à la fois vis-à-vis de lui, mais c'est à la fois vis-à-vis de moi aussi. Et je pense que ça permet d'avoir une relation aujourd'hui plus équilibrée. Et moi, je me sens beaucoup plus sereine dans cette relation. Et il y a un côté, il y a quelque chose dont vous parliez tout à l'heure, juste en reprenant, vous disiez que on a besoin d'amour. Oui, on en a besoin, mais je trouve qu'on a à la fois autant besoin d'en donner que d'en recevoir. Alors peut-être plus à certains moments de la vie ou certaines journées, il peut y avoir des événements qui viennent nous sensibiliser et nous faire avoir besoin de davantage d'amour. Mais il y a un aspect aussi que je trouve qui est important, c'est qu'il peut y avoir, alors je ne sais pas si je vais utiliser les bons termes, mais il peut y avoir de l'amour amical. Mais bien sûr. Je trouve que c'est extrêmement important. Oui, bien sûr. Là, je pense que même l'amour... quand vous dites on a besoin de donner de l'amour, je suis complètement d'accord avec vous, mais on n'a pas obligatoirement besoin de donner de l'amour à un partenaire. Il y a des gens qui sont seuls à certains moments de leur vie et qui donnent de l'amour. Il y a même des métiers où on donne de l'amour, je crois. Oui, et puis ce que vous disiez aussi, c'est que on parle souvent aussi des 3 flux, c'est-à-dire des autres vers soi, de soi envers soi et de soi vers les autres. Voilà, donc ça c'est quelque chose même qu'on peut parfois aborder dans certaines formes de méditation. Alors d'amour beaucoup, au sens beaucoup plus large, mais voilà, il y a ces trois flux, des autres vers soi, de soi vers soi et de soi vers les autres. Vous voyez, Karen, ce matin, j'ai été me promener dans la nature
Et le soleil était en train de se lever et je sais pas, j'ai regardé le soleil et je me suis sentie remplie d'amour. Et quelque part, c'est quelque chose qui est de l'ordre un peu mystique peut-être, je sais pas, ou spirituel. Enfin, je sais pas, François, en tant que psychiatre, tout va bien. Je ne suis pas devenue folle, rassurez-moi. Non, mais c'est vrai qu'aussi, quand on ressent de l'amour et que c'est quelque chose on va dire, de relativement serein, il y a aussi une forme de joie qui nous habite à ce moment-là. Et oui, effectivement, quand on touche des émotions de sérénité, de joie, voilà, ça peut aussi, on peut se sentir rempli d'amour. Et je crois que ça, c'est quelque chose peut-être qu'on devrait développer plus quand on a avec nos enfants, peut-être, pour les ouvrir à ça, de manière à ce que quand ils sont justement un peu seuls, ils puissent quand même se ressourcer d'amour, si je puis dire, non ? Oui, en tout cas, prendre des temps de présence, de contemplation, d'être capable de goûter des moments de sérénité, de paix. Effectivement, ça nous aide aussi à être beaucoup plus ouverts et disponibles pour les autres et pour les relations. C'est quelque chose qu'on aborde aussi souvent, c'est de dire que la souffrance a tendance à nous égocentrer. Alors c'est pas à nous égocentrer au sens narcissique du terme, c'est plutôt à dire que quand on souffre, on a tendance à tout prendre comme une agression, tout prendre contre soi, et finalement, du coup, être dans une forme de rejet épidermique des relations et des autres. Et bien évidemment, quand on va travailler sur notre capacité à nous stabiliser, eh bien, on va retrouver de la disponibilité pour les relations et pour investir, pour nourrir des relations amoureuses, amicales, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Karen ? Je suis tout à fait d'accord, et ça revient avec le fait de entre guillemets, on peut s'auto-nourrir d'amour. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur un lever de soleil, ça peut être un moment avec un animal, ça peut être regarder la mer, etc. Ça apporte un profond bien-être et on peut se retrouver en état de sérénité qui nous permet justement de nous auto-nourrir de quelque chose qui peut ressembler à de l'amour. Alors est-ce que c'est de l'amour vis-à-vis de nous-mêmes ou est-ce que c'est le moment, ce que le moment nous procure? Peu importe. Ce qui compte, c'est que effectivement, ça nous apporte quelque chose de positif et qui nous permette d'avancer et d'être au contact des autres de manière agréable et de redispenser de l'amour. Ensuite. Oui, moi ce que je dis souvent, parce que j'en suis entièrement convaincu, c'est qu'il n'y a rien de plus précieux dans l'univers que l'attention et le temps. L'attention et le temps, et que quand on partage de l'attention et du temps avec quelqu'un, quelque part on n'est pas loin de la définition de l'amour en fait, c'est-à-dire, et d'ailleurs les enfants ne s'y trompent pas, ils demandent beaucoup d'attention et de temps à leurs parents, et voilà, ces temps de contemplation, de présence qu'on peut partager avec les gens qu'on aime, et bien évidemment ça nous connecte, et c'est quelque chose de très vivant et de très émotionnel. Ça me fait penser à un autre indice qui laisse à penser qu'on est encore en amour. Si en effet on est avec son partenaire et que tout d'un coup on est juste là ensemble et qu'on n'éprouve pas le besoin de se parler spécialement et qu'on n'est pas mal à l'aise de ne pas se parler, eh bien c'est qu'il y a peut-être encore ce flux d'amour qui circule entre nous. Tout à fait, d'être capable de partager juste des temps de présence et de silence, et d'être bien avec ça. Vous êtes d'accord, Karen ? Tout à fait, et ça va avec aussi comment on le manifeste. C'est-à-dire que ça peut être, comme vous disiez tout à l'heure, un regard. Il n'y a pas forcément besoin de parler, il n'y a pas forcément besoin de démonstration importante. Dans le quotidien, il y a des petites attentions, c'est faire attention à l'autre, mais aussi effectivement et surtout, moi je trouve que le regard est vraiment quelque chose de très très important. Et c'est être en amour avec l'autre sans gêne, sans arrière-pensée, sans juste le moment dans la sérénité. Ce que vous dites est intéressant parce qu'en effet, la manière dont on regarde l'autre, si on est attentif à la manière dont on le regarde, justement, on sait si on l'aime encore ou pas. En tout cas, vous semblez être encore bien en amour, Karen, ça fait plaisir. Entre guillemets, il y a des gens qui s'aiment 40 ans, 50 ans plus tard, et il y en a qui s'aiment plus quelques années plus tard. Nous, c'est pas notre cas pour l'instant, donc tant mieux, j'en suis ravie. Ben oui.
Merci en tout cas de ce témoignage, Karen. Merci beaucoup. On continue avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous raconter comment vous aimez, ou si vous vous posez la question du fait que vous vous aimez peut-être plus, c'est le moment ou jamais de venir poser les questions à François Bourgognon qui est avec nous. D'amour ou de désamour, vous pouvez nous réagir bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. Et c'est Iris qui nous rejoint. Bonjour Iris. Bonjour Iris. Bonjour Iris, n'importe quoi. Bonjour François. Bonjour Brigitte. Bonjour. Je suis perturbée. Non, mais c'est bien. Un grand sujet. C'est bien. C'est un sujet qui fait que forcément on a tellement de choses à dire. On vous écoute. Allez-y Iris. Écoutez, ça me parlait bien de le dernier échange que vous avez eu tout à l'heure. Ça me parlait beaucoup parce qu'effectivement, quand on est en amour, on a envie de prendre soin indéfiniment de la personne en fait avec qui on est. On a envie de la respecter, de se respecter, d'avancer, de faire de jolies choses. Surtout quand on a eu une relation dans le passé qui était moins, je dirais pas honorable, mais moins agréable. On profite d'autant plus de cette chance qu'on peut avoir à un certain moment. Mmh. Et vous êtes actuellement dans ce cas de figure ? Dans l'amour, oui. Voilà, pour une grande chance. Parce que dans le cas, effectivement, du passé, c'était pas le cas. Donc essayer d'apporter à l'autre tout ce dont il a envie, besoin, hein, c'est ça ? Tout à fait. Mais est-ce que au point de vous oublier ou pas ? Non, justement, c'est ça. C'est la grande différence, de ne pas s'oublier, de se respecter et d'être justement dans un respect, de connaître, de voir le rythme de l'autre, de voir son rythme, de voir ce dont on a besoin. Alors là, je vais poser une question un peu intéressante. Ne répondez pas trop vite. Hein. Est-ce que vous pensez l'avoir choisi par rapport à ce que vous avez envie de donner, ou pas ? La question est intéressante parce que c'était pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. D'accord, oui. Et donc, est-ce que vous pensez qu'il pourrait vous avoir choisi parce qu'il sentait que vous pouviez lui donner ce dont il a besoin ? Parce que moi, je crois beaucoup à notre inconscient, hein, qui nous joue des tours dans nos rencontres amoureuses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, François ? En tout cas, on voit que c'est une alchimie très complexe et que ça passe pas par des voies forcément très conscientes. Très rationnelles. Très rationnelles, oui, tout à fait. Là, j'entends respect de soi, respect de l'autre, être capable à un moment de s'investir affectivement et de dépendre de l'autre tout en restant autonome, vouloir préserver son bien-être et en même temps désirer le bien-être de l'autre. Donc voilà, il y a toute cette alchimie qui est vraiment complexe et bien évidemment qui passe pas par des voies extrêmement rationnelles. Mmh. Et donc, vous pensez qu'il vous a choisi parce que vous étiez celle qui pouvait lui apporter ce dont il a besoin ? Certainement. Alors, je ne peux pas parler, ça m'ennuie beaucoup de parler à sa place, mais en tout cas, de ce qu'il n'a pas peut-être pu donner ou reçu par le passé, oui. D'accord, oui. Donc, oui, bien sûr, si en plus, ce que vous lui apportez, c'est des carences affectives de son enfance, certainement... Je parle pas forcément de l'enfance, je parle plutôt... la relation précédente, oui. Voilà, tout à fait, oui. D'accord, oui. Donc, il a bien choisi. Il semblerait, oui. Qu'on soit au rendez-vous, oui, tout à fait. Et est-ce que vous l'avez bien choisi ? Enfin, parce que à un moment donné, vous avez quand même accepté la relation, donc à un moment donné, vous le choisissez, hein, même si. Assez rapide, ça a été très chimique, effectivement, dans le sens. Qu'est-ce qui fait que ça marche à un moment ou à un autre ? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit à un moment ou à un autre ? Parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et c'est très étonnant, ça. Moi, c'est ce qui me surprend beaucoup, qu'est-ce qui peut se passer à un moment donné. On appelle ça le time to market en business, mais je sais pas si on peut dire un truc pareil. Dans l'amour, mais c'est un peu ça. Il y a un moment, il y a un vrai sujet, quoi. Il y a quelque chose qui est là, quoi. Pas avant, pas après, mais juste là. Oui, c'est vraiment une grande question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça va fonctionner avec quelqu'un ? Qu'est-ce qui fait que voilà l'alchimie opère ? C'est je pense une question qui est loin d'être épuisée et je crois que malheureusement je vais pas avoir de réponse très claire par rapport à ça. Oui, mais c'est vrai, c'est ce qu'on appelle souvent le coup de foudre ou l'alchimie. Mais en même temps, c'est pas parce que ça démarre comme ça
que ça durera toute la vie non plus. Donc on voit bien aussi que la manière dont on va évoluer, chacun va évoluer, cette alchimie qui est très mystérieuse peut se détériorer ou au contraire se transformant en un amour particulièrement solide avec des fondations durables, etc. Donc tout ça, tout ça reste quand même. Il faut pas fragile. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que c'est pas parce qu'il y a eu cette alchimie extraordinaire et qu'on est parti vraiment sûr et d'ailleurs c'est pour ça que je dis souvent attention, même si c'est un coup de foudre, avant de vous marier, laissez passer quand même 18 mois parce que il y a des choses qui peuvent apparaître et qui me laisseront penser que la relation ne sera peut-être pas aussi durable qu'on pourrait l'espérer. Et pourquoi 18 mois ? Parce que 18 mois, c'est le moment où le petit enfant commence à dire non. Ah, excellent. D'accord. Par rapport aux 9 mois. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Oui. Okay, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, François. Alors moi, je connaissais pas la règle des 18 mois, mais je souscris totalement. Je pense qu'effectivement, l'engagement, enfin le fait de prendre la décision de s'engager, quelque chose qui mérite un tout petit peu de temps, et effectivement, comme on disait tout à l'heure, quand une relation débute, c'est quand même normal qu'il y ait une forme d'enthousiasme. Mais bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, si ça se passe pas bien d'emblée, bon, oui, c'est que ça part pas bien. Donc le fait que ça se passe bien au début, c'est pas le plus compliqué. En fait, c'est aussi dans la durée. Et une fois, on va dire qu'on a un petit peu, je sais pas, le premier mot qui me vient, c'est pas tout à fait juste, mais un peu épuisé, en tout cas, les premiers moments de passion. Après, c'est qu'est-ce qui nous rapproche, qu'est-ce qui nous relie. Est-ce qu'on a des valeurs communes? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on a le sentiment d'être respecté? Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui prend un peu de temps pour pouvoir le mettre à l'épreuve. Cela dit, on peut très bien se mettre à habiter ensemble au bout de 3 mois, mais il faut toujours faire attention que ça ne soit pas au détriment peut-être de quelque chose d'important pour soi. C'est-à-dire si on quitte sa région au bout de 3 mois pour aller vivre avec quelqu'un, faut être sûr que ce soit pas grave s'il faut revenir dans sa région. Enfin, vous voyez, je crois que c'est quand même des précautions. Surtout quand on n'a plus 18-20 ans. Quand on a 18-20 ans, on est très adaptable, c'est souple, c'est plus facile. Mais je pense, on est là aussi pour donner des conseils un peu plus raisonnables, même si l'amour n'est pas raisonnable. C'est ça. Bon, en tout cas, vous êtes aussi en amour. Tout va bien. Vous ne posez pas la question si c'est évident pour vous. Et en fait, on sait que c'est fragile. Parce que justement, on a un certain âge et qu'on a eu déjà une expérience passée qui a fait que ça n'a pas été forcément concluant, avec des choses très difficiles à vivre aussi à certains moments. Et on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de temps qui est passé, qu'on n'a pas pu justement à ce moment-là pouvoir vivre ce qu'on avait envie de vivre. Et de se dire pourquoi est-ce que justement on prendrait tous ces temps-là. C'est ça qui est paradoxal. C'est quand on dit qu'on a un certain âge, donc du coup on a une certaine retenue, et je dirais qu'au contraire, en fait. Moi, bizarrement, c'est pas ce qui nous anime aujourd'hui, en fait. On se dit que justement, on n'a pas forcément eu une certaine forme de chance aussi avant. On a fait un travail aussi, je dirais, c'est pas arrivé par hasard, c'est qu'il y a eu un énorme travail fait aussi personnel, développement personnel et tout ça, qui permet aussi de se dire qu'il y a des choses intéressantes qui sont là et qui sont importantes d'être saisies en fait. Ce qui est bien aussi dans votre retour, c'est que on voit que vous appuyez sur vos expériences antérieures pour en tirer un enseignement et puis essayer de cheminer vers quelque chose qui est beaucoup plus constructif et satisfaisant pour vous. Et ça, c'est une nuance que j'aborde dans mon dernier ouvrage. C'est la différence entre avoir une histoire et se faire avoir par son histoire. Parce que effectivement, ce qui va figer parfois certaines personnes, c'est d'avoir le sentiment que parce qu'elles n'ont eu que des relations difficiles ou douloureuses, alors elles ne sont condamnées qu'à répéter ou vivre des relations difficiles ou douloureuses. Alors qu'en fait, nos relations antérieures peuvent être aussi une source d'apprentissage pour ne pas répéter certaines erreurs, s'appuyer en fait sur elles pour ensuite essayer d'investir et de nourrir des relations beaucoup plus satisfaisantes. Il y a l'idée d'engagement aussi, je pense. Comment ? L'engagement, il y a l'idée de l'engagement aussi. Oui, parce que quand on sent qu'effectivement on a cette envie d'engagement aussi, je pense que ça change beaucoup les choses. Oui.
C'est que, et ça, je pense que ça, c'est tout de suite, c'est-à-dire en termes de valeurs dont vous parliez tout à l'heure, il y a une notion aussi d'engagement et de valeur, c'est-à-dire que si on est calé sur ça... Oui, vous avez les mêmes valeurs, donc l'engagement vous paraît naturel et normal. Oui. Et du fait de se demander aussi, effectivement, de partager quelque chose dans cet engagement important. Ensemble, oui, bien sûr. Voilà. Eh ben merci Iris de ce joli témoignage, merci beaucoup. Merci. Allez, on va donner la parole à Marlène qui va répondre à 3 questions intimes et vous pourrez en poser une ensuite à François Bourgognon. Alors Marlène, première question, dans le domaine Bonjour Marlène, dans le domaine sexuel, est-ce que vous préférez donner ou recevoir ? Je préfère recevoir. Préférez recevoir. Ah bah ça c'est bien, ça me fait plaisir parce qu'en général les gens me répondent toujours qu'ils préfèrent donner. Non, il faut être un peu égocentré. Ouais. C'est bien. Vous avez bien raison. Je pense que si on a son plaisir, le plaisir va être partagé. Si la femme n'a pas de plaisir, l'homme va être un peu frustré. Vous avez raison, il y a plus de 90% des hommes qui ont besoin de voir que la femme prend du plaisir, donc vous avez tout compris. Deuxième question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir du désir pour quelqu'un de votre sexe ? Je me suis toujours un peu posé la question, mais je ne suis jamais passée à l'acte. Se poser la question, c'est peut-être y répondre déjà un petit peu par l'affirmative, Peut-être, mais j'ai jamais été jusqu'à passer à l'acte. J'ai que des essais, des échanges, tout ça, mais jamais, jamais été jusqu'à me dire que peut-être que j'aurais autant de plaisir ou plus. Ça peut rester un fantasme, de toute façon, c'est pas. Ça reste un fantasme. C'est bien aussi les fantasmes, ça, c'est des boosters, comme on dit. Et dernière question, qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter chez un homme ? Sa froideur. Sa froideur. Et qu'est-ce que vous entendez par là ? Quand il a pas l'air sensible, c'est ça ? Ouais, voilà. Non, mais qui voit qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Bon, c'est parce que je le vis en ce moment que je suis en plein dedans. D'accord, oui. Voilà, donc non, c'est quelqu'un qui n'a pas de... qui reste froid, qui a tout, qui est fermé de... Oui, d'accord. Ok. Il peut être ouvert dehors, mais pas à l'intérieur. Bon, vous pouvez poser une question à François Bourgognon, il vous écoute. Justement, savoir si l'âge de l'homme fait qu'il est plus ou moins sensible ou pas. Est-ce qu'en vieillissant, les hommes sont moins, on va dire, pas égocentriques, mais ils sont souvent tournés sur le sexe, mais sur la pénétration, et pas sur une forme sensuelle. Et donc, je voulais savoir si c'était par rapport à l'âge ou si c'était par rapport à l'homme, à certains hommes, et voilà. Est-ce que ça change ? Est-ce qu'on peut évoluer ou est-ce qu'on peut changer ou voilà. Je crois que fondamentalement on est tous doués d'évolution. Après, je pense qu'il n'y a pas de règle du tout absolue par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensuelles et d'autres qui vont être beaucoup plus sur des formes de sexualité, j'ai envie de dire très basique. Ouais, on peut dire ça, ou basique. Voilà. Donc malheureusement, je crains de ne pas avoir de réponse plus précise que ça. Et à quel âge l'homme a des problèmes sexuels où justement il est obligé de se poser cette question-là ? Alors, c'est méchant presque. Qu'est-ce que vous attendez par problème sexuel ? Des pannes d'érection ? Oui, panne d'érection ou moins de désir, donc plus envie d'avoir des câlins et pas spécialement... Bon, écoutez Marlène, on va être plus clair avec vos questions pour pouvoir vous répondre. Donc vous restez à l'antenne, on fait une pause et puis je vais vous poser des questions plus directes, comme ça on pourra y répondre. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec François Bourgognon, on parle d'amour aujourd'hui, des différentes formes d'amour, et peut-être aussi que la manière de faire l'amour, puisque dans ce terme il y a aussi le mot amour, la manière de faire l'amour est révélatrice de cette capacité à aimer l'autre. Et il me semble, Marlène, que dans les questions que vous nous posez, il y a un petit peu un manque d'amour qui
entre vous. Et on sait d'ailleurs que quand dans la sexualité on n'est pas tout à fait satisfait, eh bien ça peut nuire à la relation au fil du temps. Alors je crois que vous nous avez posé la question, donc je suppose que vous êtes actuellement avec un homme qui vous fait pas l'amour comme vous aimeriez. Oui, ou qui fait plus. J'ai l'impression que avant ça me convenait. Et depuis que j'ai eu les enfants et que je suis peut-être moins demandeuse, moins en demande, du coup, moi, j'ai pas envie de le faire. Donc, du coup, lui, il le fait pas. En fait, avant, c'est peut-être moi qui faisais l'initiative, peut-être. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, en ce moment, oui, ça me plaît plus du tout. Alors, ça vous plaît plus du tout depuis combien de temps ? C'est après les 2 accouchements. Entre les 2, ça allait encore, mais j'ai enchaîné les 2 grossesses, oui. Retour de couche et j'ai refait. Et puis après, de moins en moins, après j'ai eu une chute d'organes. On m'a remonté tout ça et alors au début je disais que c'était à cause de ça, que ça je prenais pas de plaisir, j'aimais pas et puis j'avais pas d'envie. Et puis là tout doucement, après je me suis dit j'ai quand même essayé toute seule tout ça et toute seule ça va très bien. Donc non, c'est plus la façon qui s'y prend. Voilà, oui, mais est-ce qu'il s'y prend différemment par rapport à avant vos 2 accouchements ? Je pense que je lui ai donné beaucoup de vent et du coup, il s'y prend vraiment sur la pointe des pieds et du coup, il n'ose rien faire, quoi. Parce que c'est vrai que je l'ai peut-être un petit peu... Et j'ai du mal à parler, en fait. Je comprends bien que vous avez du mal à parler, mais pour qu'on puisse vous aider, c'est important de comprendre. Ouais. Parce que je pense que là, je réfléchis en même temps et c'est vrai que ça me fait penser, en fait. Et du coup, peut-être que je suis aussi en cause, parce que j'ai toujours pris les devants, j'ai toujours été très initiative. Et là, en fait, j'aurais... Marlène, dans la sexualité, peut-être plus qu'ailleurs encore, c'est notre vérité. Et notre vérité, elle n'est pas discutable. Après, il peut avoir une autre vérité, et c'est là où il est nécessaire qu'il y ait communication entre les 2 partenaires, mais votre vérité, elle n'est pas discutable. Donc si aujourd'hui vous n'êtes plus satisfaite sexuellement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord là-dessus. Oui, après, il est possible, parce que c'est souvent le cas, qu'une femme, après avoir eu des enfants, a d'autres désirs sexuels et que vous n'ayez pas pu communiquer là-dessus et que lui soit resté avec l'idée d'avant, mais comme il sent bien que quelque part vous n'êtes plus comme avant, il est aussi perdu et actuellement vous êtes en train tout doucement de vous éloigner sexuellement. Donc là, là si c'est ça, peut-être que vous allez avoir besoin d'une tierce personne qui va vous permettre de communiquer. Mais de toute façon, votre ressenti, c'est votre vérité, elle n'est pas discutable. Hein, vous pouvez avoir une petite responsabilité dans le fait qu'actuellement ça ne va plus bien, mais si vous n'êtes pas satisfaite, c'est votre droit le plus strict et il n'y a rien à dire. Et j'arrive pas à mettre des mots et à expliquer ce que j'aimerais, tout simplement. Oui, mais peut-être parce que vous ne le sentez pas réceptif à vous écouter. Non. Hein, voyez, non, parce qu'il est plus dans le chef patriarche. Donc c'est compliqué de s'imposer. Oui, alors ça souvent quand même, je me permets de le dire, mais encore une fois, c'est peut-être pas vrai, mais c'est souvent des hommes qui ont tellement peur de perdre leur virilité parce qu'ils n'en sont pas si sûrs que ça, que donc ils se mettent dans une position un peu machiste. Moi, j'ai toujours pensé que les machos, c'est pas des hommes virils, c'est des hommes qui sont un peu inquiets sur leur virilité, et donc c'est plus une fragilité que peut-être un désir de vous dominer, vous voyez. Parce qu'en plus, il avait accepté, si j'ai bien compris au début, que vous soyez plutôt quelqu'un qui prend les initiatives. Donc, Oui, non, mais avant, il était plutôt à m'écouter, pas à me rabaisser. C'est pas quelqu'un. Maintenant, j'ai l'impression que je suis moins que rien à ses yeux. Alors ça veut dire plutôt l'inverse. Oui, alors ça veut peut-être dire monter par rapport aux autres, à me montrer que j'étais bien. D'accord. Alors ça veut peut-être dire que là, il vous voit comme la mère de ses enfants et ça le renvoie à sa mère,
qui n'a pas été suffisamment admirative, etc. Ah, oui. Et donc là, vous payez le prix de sa blessure d'enfant par rapport à sa mère. Est-ce que je crois, François Bourguignon, qu'on peut craindre que ce soit un peu ce qui est en train de se passer. Et sa mère n'a jamais été au sommet de sa gloire. Ouais. Pourtant, elle a tout porté, elle a tout fait, elle s'est remise à travailler après avoir fait 3 enfants, et elle n'a jamais eu ce qu'elle méritait, tout simplement. Et ça a toujours été le père qui a été le mieux, et le patriarche. Et en fait, lui, il devient un peu comme ça maintenant, mais il a perdu son père. Et ça serait peut-être à peu près au même moment. D'accord. C'est le moment du décès de son père qu'il a changé. Donc là, on est face à un homme qui a quelque chose qu'il n'a pas su dépasser, en quelque sorte, et du coup, vous en souffrez. François Bourguignon, qu'est-ce qu'on peut conseiller à part est-ce qu'il aille travailler sur lui? Oui, en tout cas, essayer de réouvrir une forme de dialogue autour de cette problématique. Alors, effectivement, ça peut être vous deux, ou demander l'aide d'une tierce personne, ou que lui aussi peut-être soit capable peut-être d'entendre qu'il a des difficultés actuellement, et que peut-être que ça vaudrait le coup qui demande un soutien. Voilà, mais en tout cas, c'est certain que ça risque, s'il n'y a pas de dialogue, ça risque peu d'évoluer, quoi. Ou en tout cas pas dans le bon sens. Ça risque même de se dégrader. Donc vous n'avez pas, là vous n'avez pas le choix. Il est indispensable que vous puissiez arriver à recommuniquer. Peut-être que dans un premier temps, déjà vous pouvez aller voir quelqu'un pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé dans votre histoire, parce que puisque vous avez du mal, on voit bien là le fait de parler avec nous, il y a des choses qui s'éclairent pour vous. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, peut-être voir un sexologue, gynécologue ou un truc comme ça, mais pour lui montrer que je suis prête à ouvrir le dialogue sur le plan sexuel. Oui. Parce que lui, c'est ça qui va lui le faire avancer, on va dire. Parce que lui, c'est garder sa femme qui fait l'amour, et pas garder une femme qui sert à rien. Parce que voilà, en gros, c'est ça. Il est pas du tout il est contre le divorce, tout ça. C'est pas quelqu'un qui va aller voir ailleurs. Il est très timide, introverti pour tout ce qui est relation. Mais je sais que il essayera pas de me garder. Alors, c'est bête, mais bon, c'est comme ça. Il n'a pas l'intelligence, on va dire, de faire semblant. Mais du coup, c'est un couple qui va à la déchéance. C'est dommage, parce qu'on va se parler mal, on va se répondre mal, on est devant des enfants. Tout est nul. Parce qu'il y aura pas de... Vous vous sentez capable de prendre un rendez-vous pour vous deux et de lui dire que vous avez envie que votre couple dure et reste, et que vous avez pris ce rendez-vous par amour pour lui? Oui, ça je suis capable, oui. Bon, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et puis vous l'emmenez, parce que si vous lui posez la question, est-ce que tu veux bien qu'on aille consulter, je pense pas qu'il vous dira oui, tandis que si vous lui imposez par amour, c'est bien important de dire que c'est par amour que vous lui imposez ça. C'est comme, encore une fois, il faut que ce soit moi le problème, en fait, pour lui. Parce que lui, il a aucun problème. Il peut peut-être entendre que c'est la relation qui a un problème. Oui, ça peut-être. Et que ça, c'est quelque chose que vous partagez tous les deux. Oui, j'espère. Oui, parce qu'un couple, c'est 1 + 1 = 3. Donc, mais il fait des efforts, je le vois, il fait des efforts, mais dès qu'il fait un effort, il faudrait une médaille. Et je le vois que c'est des efforts qu'il fait. Et c'est gros comme une maison, en fait. Mais en gros, c'est... Bon, il a pas compris tous les sens. En tout cas, vous l'aimez encore, ça s'entend. Oui. Et visiblement, il vous aime, donc c'est possible de sauver votre couple, mais il faut aller réparer le pneu qui est un peu crevé. C'est ça. Sinon, vous n'allez pas aller loin. Ça m'aide. Tant mieux, on est là pour ça. Merci en tout cas, Marlène. Merci beaucoup. Et puis je suis contente de vous retrouver. Non, mais c'est bien, vous retrouvez votre joie dans la voix et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Et oui, l'amour, voilà, on était en plein. Vous voyez comme quoi la sexualité, c'est un indice du degré d'amour, et c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Dans les relations de couple, c'est bien évidemment essentiel.
Et puis après les infos, on va continuer évidemment à vous écouter et à parler d'amour. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. La petite devinette du jour, François Bourguignon, que ce soit au singulier ou au pluriel, ça intéresse de nombreuses femmes. De quoi s'agit-il? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et évidemment, quand on parle d'amour, ça ne peut être qu'excellent, n'est-ce pas, François Bourguignon? Nous continuons avec vous, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Delphine est avec nous. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup. Alors justement, François va donner la réponse à la devinette et puis après on vous écoute, Delphine. Que ce soit au singulier ou au pluriel, cela intéresse de nombreuses femmes. De quoi s'agit-il? Je sais pas. Des bourses ou de la bourse. Ah, d'accord. Oui. N'est-ce pas, Delphine? Oui, mais c'est bien de mettre un peu d'humour parce que c'est pas très drôle ce que j'ai à raconter. Eh bien, c'est pas parce grave. Que moi, on vous écoute. Allez-y. Non, mais je veux dire, c'est pas. C'est-à-dire que je suis dans le désamour et justement, donc j'ai arrêté une relation qui est. Alors, on a un petit souci. Je crois qu'on a perdu. Lucille me fait signe. Oui, on a perdu Delphine. On va essayer de la retrouver. Oui, je pense que c'est important aussi d'écouter Delphine qui est dans le désamour, parce que c'est quoi qu'on en dise, même si c'est elle qui prend la décision de quitter. Je ne sais pas. On va essayer de la retrouver. C'est de toute façon toujours très douloureux une séparation quand on a, parce que quand elle parle de désamour, c'est qu'il y en a eu de l'amour. Tout à fait. D'une certaine manière, ça s'apparente à un processus de deuil, en fait. Donc on dit que alors, le deuil, c'est la perte d'un être cher. Voilà, mais la perte d'une relation aussi induit un phénomène de détachement qui peut être extraordinairement douloureux, en fait. Exactement. Delphine est à nouveau avec nous. Allez-y, on vous écoute. Oui, donc en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour dire stop à cette relation. C'est comme si je tenais une corde à bout de bras, puis qu'à un moment donné, elle a lâché. Mais en fait, je pense toujours à mon ex et j'ai l'impression que je l'aime encore. Et du coup, lui, il comprend pas pourquoi on n'est plus ensemble. Donc c'est compliqué parce que on a l'impression qu'on a été deux personnes qui se sont aimées, qui s'aiment encore, mais le quotidien est tellement infernal qu'en fait, on a été obligé de se séparer pour se préserver. Alors Delphine, vous dites beaucoup de choses importantes. D'abord, vous êtes deux personnes qui se sont aimées et qui peut-être s'aiment encore, mais qui sont peut-être incompatibles et qui se font tellement de mal qu'il est en effet préférable de se séparer. Mais si vous vous aimez encore, il est normal qu'il ait fallu du temps pour se séparer. Mais peut-être que ce qu'il faut d'abord analyser, c'est, et là on va parler de vous parce que c'est vous qui êtes à l'antenne, qu'est-ce qui vous fait croire que vous l'aimez encore? Parce que j'arrête pas de penser à lui, j'arrive pas... Alors pensez à lui, d'accord, on va partir sur là-dessus. Et quand vous pensez à lui, c'est quoi? Vous pensez au bon moment que vous avez vécu ensemble à une certaine époque, vous vous le désirez, vous vous sentez seul, enfin vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière ce penser à lui? Oui, je pense qu'il me manque physiquement, ses bons côtés me manquent, mais après c'est sûr que comme j'ai personne dans ma vie, et puis que mon enfant vient de quitter la maison pour ses études, donc du coup je me retrouve à 55 ans sans mec, sans enfant à la maison, ça fait un peu beaucoup. J'ai réussi à garder la maison, heureusement j'ai réussi à lui racheter sa part, donc j'ai pas eu besoin de déménager et je peux enfin garder ma maison dans laquelle je suis très très bien parce que j'habite au milieu des bois. Mais heureusement que j'ai cette nature pour me ressourcer et avancer, ainsi que mes chiens. Mais sinon, oui, je oui, sens un mais grand vide. en même temps, cette maison, c'est là où vous avez vécu pendant quelques années, donc vous avez aussi cette sensation qu'il manque quelque chose. Oui, mais bon, de toute façon, lui, c'était une menace. C'est-à-dire, tu me quitteras pas parce que tu vas pas pouvoir garder la maison toute seule, tu vas pas pouvoir l'entretenir, tu vas pas pouvoir. Donc c'est vrai que
quelque part, le fait d'avoir réussi financièrement à racheter sa part et à continuer dans cette maison, c'est vrai que pour moi, c'est une fierté et c'est un challenge. Oui, mais je dis pas. Attendez, je suis pas en train de dire que il aurait pas fallu garder cette maison. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que c'est plus difficile de faire le deuil d'une relation lorsqu'on reste dans le lieu de cette relation. Oui. Voilà. Donc vous avez un paramètre de plus qui. Mais moi, je crois que pour l'instant, je pense que vous êtes dans une phase où vous êtes encore un peu en colère. Et c'est déjà une paix intérieure qu'il va falloir trouver pour avancer dans ce travail de deuil qui est nécessaire. Parce que si vous êtes encore en colère contre lui, et on l'entend bien, c'est quelque part où il y a encore du lien, vous voyez. Oui, il y a du lien, c'est sûr. Mais bon, moi, j'ai essayé de faire un travail avec une psy. On a essayé de voir une médiatrice ensemble parce que bon, lui, il voulait pas. Lui, c'est pareil, c'était pas lui le problème. Et puis, quand on avait des conflits, c'était pas grave. Il fallait mettre ça sous le tapis. Puis continuer. Parlez de vous, parlez pas de lui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends les gens qui disent il faut aller voir, il faut aller consulter, tout ça. Donc tout ça, nous on avait essayé de le faire, mais même avec tout ça, je veux dire, à un moment donné, il fallait que c'est un courage incroyable, un courage de partir en fait, le courage de partir, de dire stop à une relation qui n'est pas équilibrée et qui est, moi, ça me rendait folle aussi. J'ai l'impression j'étais pas bien avec lui et maintenant je suis pas bien sans lui. Donc c'est ça qui est étrange. Et c'est pour ça que je voulais témoigner. Oui, parce que vous avez encore, et vous l'avez dit, je pense à lui, vous avez encore vos pensées qui vous renvoient au moment, à la nostalgie de cette relation et qui ne vont, et vous n'avez pas vos pensées qui vont vers le futur, vers la libération, si je puis dire, de cette relation. François Bourguignon, en tant que psychiatre, vous allez lui expliquer ça peut-être mieux que moi. En tout cas, est-ce que vous êtes convaincu que cette séparation, c'est la bonne décision, en fait? Est-ce que c'est vraiment un choix tout à fait appuyé de votre part? Je me félicite par moments parce que il y a des moments où je hurle, je suis pas bien tellement je tiens encore à lui. Mais justement pour aller mieux, je me félicite en me disant c'est bon, tu as eu le courage de partir, tu as eu le courage de dire stop, tu as eu le courage d'arrêter. Donc en fait moi je veux me féliciter de ça. Donc je veux pas, en fait c'est très douloureux de me dire peut-être que tu aurais dû encore continuer mais en fait non, parce que j'étais pas bien. C'était vraiment une relation on faisait plus rien ensemble. Il avait envie de rien faire avec moi. Et puis on n'avait plus de relation sexuelle. Donc tant qu'on avait une relation sexuelle épanouie, ça c'est très important. Le couple il allait bien. On arrivait à se recharger en énergie, à se reconnecter. Et dès qu'on a arrêté d'avoir une relation sexuelle épanouie, ça a été l'enfer parce qu'on n'arrivait plus du tout à se retrouver en fait. Et qu'est-ce qui a fait que votre sexualité s'est arrêtée? Il a fait un burn-out professionnel, une grosse dépression, médicaments. Après moi j'ai essayé vraiment de le soutenir, mais c'est compliqué aussi. Il a besoin d'une femme maman, il a besoin d'une femme infirmière, il a besoin d'une femme thérapeute, il a besoin d'une femme. Delphine, vous êtes en colère contre lui parce que vous n'arrivez pas à réaliser que votre relation, à un moment donné, de toute façon, n'était plus viable. Donc cette colère, il va falloir que vous arriviez à la calmer. Mais je vous conseille une chose, vous allez mettre noir sur blanc tout ce qui n'allait pas à partir du moment où vous êtes parti. Vous allez vous mettre plus de sexualité, il me parlait mal, etc., etc. Et vous allez relire tout ça jusqu'à ce que ça soit vraiment votre pensée principale. Parce que sinon, vous allez toujours retourner vers une sexualité qui certainement a été merveilleuse, puisqu'elle a permis, si j'entends bien, cette sexualité de cacher tout ce qui était dysfonctionnel entre vous. Oui. Et puis en fait, c'est un homme, et à un moment donné, quand je lui ai dit stop, que je lui ai dit non, tant que je lui disais oui à tout ce qu'il voulait, il n'y avait pas de souci. Mais dès que j'ai commencé à lui dire non sur certaines choses, ça a compliqué notre relation, c'est-à-dire qu'il supportait pas. Vous êtes parti et c'est bien parce que vous vous êtes enfin respecté. Donc maintenant il faut que vous
arriviez à ce que votre cerveau enregistre que vous aviez 100% raison de partir et qu'il n'y a rien à regretter. Mais pour ça, il faut que ce soit plus clair, hein, parce que pour l'instant, ça tourne pas toujours dans le bon sens. Après, si ça peut vous aider, la rupture sentimentale, on décrit 3 grandes phases. Il y a une phase de protestation au début, hein, et je pense que vous êtes encore un peu dedans. Ensuite, il y a une phase de désespoir, et enfin, il y a une phase de détachement. Et d'ailleurs, en thérapie, ça peut être le cas parfois, c'est qu'on travaille sur, entre guillemets, le fait de ne surtout plus entretenir l'espoir d'un retour de la relation telle qu'on l'a vécue ou telle qu'on l'a idéalisée. Alors ça peut passer par le fait, par exemple, d'enlever le numéro de téléphone, de ne plus regarder les photos, de ne plus relire les lettres, etc., etc. C'est-à-dire que, en fait, on essaye comportementalement de se mettre en phase avec la réalité que la relation n'existe plus. Et c'est la perte de l'espoir d'un retour en arrière qui nous permet ensuite de nous détacher et de revenir à la quiétude. Et tant qu'on est dans l'entretien de l'espoir ou d'une forme d'essayer à tout prix de maintenir en vie une relation qui ne l'est plus, c'est là qu'on se met souvent en difficulté et que, en fait, entre guillemets, on subit la douleur encore plus fort. Voilà Delphine, bon courage parce que c'est difficile, oui, c'est difficile d'accepter une rupture, mais vous êtes jeune, vous avez encore la possibilité de faire une autre rencontre, mais elle ne pourra se faire évidemment que lorsque la page sera vraiment tournée. Donc on vous souhaite de faire ce travail que vous pouvez faire déjà toute seule, hein, absolument. Merci Delphine. On continue, c'est important aussi de parler de désamour, hein, parce que c'est douloureux aussi le désamour, parfois même très douloureux. On fait une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. Sud 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. L'amour, on en parle avec François Bourgognon. Je rappelle votre titre du dernier livre, Nuances, aux éditions First, où vous montrez justement toutes ces nuances de notre vie d'être humain. Et c'est un très joli livre que je vous conseille si vous aimez les paroles de François Bourgognon. Isabelle, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour François. Bonjour. Alors, vaste question l'amour, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu plein d'expériences amoureuses, que je pense amoureuses. Cependant, aujourd'hui, avec le recul, je ne sais pas si j'ai vraiment aimé, parce que ça n'a jamais été pareil. J'ai été 20 ans avec le père de mes enfants. Et pendant 20 ans, moi, je pensais que c'était de l'amour, et puis on s'est désaimés, mais on était au final plus compagnons de vie que amoureux. Ensuite, j'ai vécu pendant 2 ans et demi une relation passionnelle avec quelqu'un, mais c'était tellement passionnel, tellement violent, tellement destructeur que j'ai mis de nombreuses années à m'en remettre, émotionnellement, physiquement. Enfin voilà, ça a été très très dur. J'ai surmonté tout ça. Aujourd'hui, donc cette relation-là passionnelle, c'était il y a 6 ans. J'ai pris du temps. Depuis, j'ai pas eu de relation longue avec quelqu'un, parce que j'ai voulu expérimenter plein de choses en fait. Et j'ai eu des relations basées uniquement sur le sexe, des relations presque sans sexe. Et au final, je me suis attachée aux gens, on s'est attachés, mais il n'y avait jamais, ce que moi je considère comme de l'amour en fait. Quelque chose qui libère, quelque chose qui nous permet de grandir, quelque chose qui nous permet d'être serein. J'ai toujours vécu des relations avec un peu d'inquiétude, avec un peu d'angoisse, avec un peu de stress. Là, je sors d'une relation d'1 an avec quelqu'un. C'était hyper apaisé, assez libre, mais au final, ça n'a pas marché plus que ça. Donc voilà, je m'interroge. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Et oui, mais c'est une très très bonne question. Mais après, il n'est pas dit que toutes les relations dont vous parlez n'aient pas été de l'amour. Alors effectivement, en plus vous décrivez bien. C'est parce que c'est exactement comme ça qu'on nomme différents types d'amour. On parle d'amour compagnon, par exemple. L'amour compagnon, c'est un amour qui est
qui est plutôt serein, voilà, où on est tendre, on désire le bien de l'autre. Après, il y a l'amour passionnel où vraiment là, il y a un attachement, mais il y a aussi une forte dimension de désir sexuel. Et puis après, il y a aussi le fait que une relation, c'est jamais quelque chose de totalement linéaire. Il y a des hauts et des bas. Et après, est-ce que c'est parce qu'à un moment une relation se termine qu'elle n'a pas été vraiment vivante et investie? Est-ce que c'est parce qu'il y a des hauts et des bas et que tout n'est pas merveilleux en permanence que la relation n'est pas bonne? Voilà, ça je pense qu'il faut prendre garde à pas non plus être dans un idéal qui nous empêche d'investir parfois des relations qui sont très très satisfaisantes malgré tout, quoi. Moi, ce que je trouve positif, vous voyez, Isabelle, chez vous, c'est que finalement, vous êtes capable tout le temps de vous réinvestir dans une relation. Alors après, c'est plus ou moins intense, c'est plus ou moins sexuel, ça dure plus ou moins longtemps, mais au fond, qu'importe, quoi. Oui, parce qu'en fait, pour moi, ce qui compte, c'est de repartir comme si je n'avais jamais aimé, comme si l'histoire, les autres histoires n'avaient pas existé. En fait, je m'offre la possibilité de repartir en fait sur une nouvelle expérience. Voilà, je vis l'histoire comme une expérience. En fait. Vous avez raison, parce que il y a quelque chose d'important à dire. Notre moi, il est tout le temps mouvant. C'est-à-dire que en fonction des personnes avec qui on va passer du temps, on va se transformer. Et à chaque nouvelle aventure, à chaque nouveau partenaire, vous n'êtes pas tout à fait la même. Et donc c'est à chaque fois quelque chose de nouveau, finalement. Oui, ça je l'ai ressenti, notamment parfois quand il y a des retours en arrière, quand on revoit un ex-compagnon et quand on se dit tiens, pourquoi pas maintenant, avec le recul, ça fait 2-3 ans, on s'est perdu de vue, et au final on a tellement changé que l'histoire elle a plus le même sens. Parce que c'était il y a 2 ans, on était dans un état émotionnel et c'était ce dont on avait besoin. Et 2 ans après, même si la personne nous attire, au final on n'y trouve plus les substances qu'on avait dans l'histoire en fait. Donc effectivement, oui, on va passer à autre chose. Et donc vous êtes certainement quelqu'un de particulièrement adaptable et mouvante, qui se transforme au fil de sa vie, au fil de ses rencontres. Et c'est ce qui peut-être vous donne un peu l'impression de vous perdre, mais c'est en même temps une richesse intérieure. Continuez à naviguer, visiblement vous tenez bon. Alors bien sûr, il y a eu cette passion dévorante qui vous a fait beaucoup souffrir, mais peut-être parce que là vous vous êtes un peu trompé sur cette relation, c'est-à-dire que vous y avez donné tellement de choses que forcément vous vous êtes brûlé et qu'il a fallu un peu reconstruire. Oui, c'est tout à fait ça. Mais je n'ai pas le sentiment de me perdre. Non, je crois pas. Voilà, du tout. J'ai pas du tout ce sentiment-là. J'ai plutôt le sentiment de vivre en fait et de me laisser porter par la magie de la rencontre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Ouais, j'ai 53 ans et je me dis que j'ai de la chance en fait. J'ai de la chance de pouvoir réinventer une histoire à chaque fois et saisir les opportunités qui se présentent. Voilà. Je crois. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire aussi que, vu votre fonctionnement, à 70-80, vous serez encore comme ça. Hein. Je pense aussi, oui. Avec le recul, c'est ce que je me dis. Et peu importe, en fait, c'est pas grave. Parce que vraiment, je considère que j'ai la liberté de pouvoir choisir et de pouvoir être qui aujourd'hui, j'ai envie d'être. Et ça, par contre, j'ai lu une phrase il y a pas longtemps, je suis amoureuse de ma liberté. Et si je tombe amoureuse de toi, je devrais me sentir libre comme je le suis aujourd'hui. Et en fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, pour moi, l'amour véritable, ce sera vraiment cette personne-là avec laquelle je pourrais être la personne que je suis aujourd'hui. Oui, parce que ce sera la cerise sur le gâteau, mais le gâteau restera libre. Oui. Merci de ce joli témoignage, Isabelle. Merci à vous. Au revoir. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil, comment avoir plus confiance en soi. C'est peut-être un Love Conseil qui n'est pas anodin par rapport au thème d'aujourd'hui.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, comment avoir plus confiance en soi? François Bourguignon, c'est votre quotidien, ça, hein, j'imagine. On vient souvent vous consulter parce que... Alors, c'est vrai que c'est souvent durant l'enfance que se construit la confiance en soi, et ceux qui manquent de confiance en eux doivent déjà comprendre que c'est parce qu'ils n'ont pas été suffisamment sécures durant l'enfance. Alors, la confiance en soi, ça se base sur l'estime et l'amour de soi, et c'est vrai que c'est parce qu'on a été aimé et sécurisé qu'on a une meilleure confiance en soi. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? Oui. Bon. Et c'est vrai que des messages toxiques de nos parents, ça fait souvent de gros dégâts. On peut penser à tous ces artistes, ces hommes d'affaires qui ont réussi malgré un départ bien difficile, parce que finalement, ça a été leur moteur, une sorte de revanche à prendre. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Aussi. Donc tout ça, c'est important déjà à comprendre. Alors pour améliorer sa confiance en soi, il faut déjà commencer à avoir envie d'être bienveillant avec soi-même, sauf que justement parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a pas envie d'être bienveillant avec soi-même. Donc c'est important de se fixer des tout petits résultats, des toutes petites marches à monter, parce que dès qu'on se fixe des buts trop élevés, on va forcément échouer. Oui. Donc, apprenez à respecter vos petits engagements, à vous responsabiliser, sinon vous allez rester victime de ce qui vous arrive, et donc forcément vous ne pourrez pas commencer à avoir confiance en vous. Alors, moi je conseille toujours de prendre des engagements, de définir son éthique, ses choix de vie, ce qui déjà va vous permettre de voir un petit peu plus clair sur le chemin que vous allez pouvoir emprunter, qui va vous permettre d'avoir un peu plus confiance. Et alors, je vous propose un petit exercice très concret. Si vous avez envie d'avoir plus confiance en vous, choisissez 3 modèles auxquels vous pourriez vous identifier, c'est-à-dire 3 personnes que vous trouvez bien, qui sont des personnes à qui vous aimeriez ressembler par rapport à leur qualité et leur parcours. Et voyez ensuite ce que vous pourriez copier, parce que finalement on se construit toujours sur des modèles, et puis ensuite voyez en quoi vos parents ou votre entourage quand vous étiez plus jeune vous ont pas donné ces repères qui vous ont permis de vous construire et d'avoir confiance en vous. Et avec ce petit exercice qui est finalement très très simple, ça va peut-être vous permettre de voir un peu plus clair. Vous êtes d'accord avec cet exercice? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors en complément par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'aime bien. Alors bien évidemment, les expériences de l'enfance sont déterminantes par rapport à la construction de nos schémas de pensée, et nos pensées automatiques, et notamment les pensées qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Et on a tendance en fait très souvent à adhérer. C'est ce qu'on appelle le soi conceptualisé dans le modèle de psychothérapie que j'emploie, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Le soi conceptualisé, c'est la définition que l'on a de soi. Et en fait, on a tendance finalement à se comporter en conformité avec la définition qu'on a de soi, et à ne jamais, se remettre en question. Oui, ou en tout cas ne jamais chercher à déstabiliser cette définition qu'on a de soi. Parce que ça rassure, évidemment. Alors oui, ça rassure, mais quelque part, ça joue contre nous. Ça joue contre nous, parce que si par exemple j'ai la pensée que je suis pas doué socialement, ou que je suis anormalement timide, et que je me comporte en conformité avec cette pensée, eh bien évidemment, je ne vais prendre aucun risque pour déstabiliser cette définition que j'ai de moi, et je vais devenir exactement ce que dit ma pensée de moi, à savoir que je suis pas doué socialement. Et c'est là où les valeurs sont vraiment un axe aussi très très intéressant pour tordre le cou à des pensées qui minent un peu l'estime qu'on a de soi, parce que si une de mes valeurs fondamentales, c'est la chaleur, l'ouverture et le fait de nouer des relations sociales, c'est quelque chose dont je sais que c'est fondamental pour moi. L'idée, c'est peut-être d'essayer d'orienter son attention plus vers ce qui est important pour moi que la définition que j'ai de moi. Et c'est en mettant mon énergie au service de ce qui compte pour moi, à savoir nouer des relations, et donc accepter, malgré le fait des invitations, etc., malgré le fait que ça m'angoisse ou que ma tête me dit que je ne suis pas doué socialement, que je vais pouvoir nouer des relations, tordre le cou à mes pensées, et finalement devenir autre chose que ce que ma tête dit de moi. Voilà, donc ça peut être aussi un conseil axe très intéressant. pratique, évidemment. Victoire, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. François Bourguignon qui est avec nous. Alors vous avez reçu ce jouet intime qui colle sur la table. Il faut que je le décroche, le Dong.G ultra soft de la marque Hush, qu'on trouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors c'est un
Godemiché à ventouse, hein, donc et la ventouse est efficace, hein, je vous confirme. Grosse ventouse. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors avant tout, je trouve que c'est un bel objet. Quand je l'ai reçu, je me suis fait cette remarque. Je trouve que, alors, je crois qu'il y a 2 couleurs. Moi, j'ai reçu celui qui est appelé, nommé rose, même si c'est pas un rose. Je craignais un rose girly. C'est plutôt un mauve. Et puis il est un peu irisé. La texture est vraiment très douce. C'est vrai. Voilà. Et puis je l'ai essayé seul et à 2. Et il remplit vraiment très très bien sa mission. Bon, il est très simple, hein, mais c'est vrai qu'il est extrêmement efficace, notamment sur le point G. Oui, il est un peu courbé, hein, en fait. Voilà. D'accord. Et puis, là, c'est vrai que la ventouse est très efficace. Hein, et quand il tient, il tient. Hein. On peut s'accrocher dessus, si je puis dire. Tout à fait, exactement. Bon, alors, il n'y a pas... c'est assez rare maintenant, parce que pratiquement tous les jouets sont vibrants. Donc, lui n'est absolument pas vibrant. Hein, c'est vraiment le principe de la ventouse qui permet de se poser dessus. Et alors, quand vous dites vous l'avez essayé à 2, c'est-à-dire en double pénétration ? Oui, et puis j'ai laissé mon partenaire l'utiliser comme il le souhaitait. D'accord. Et c'était vraiment très intéressant. Oui, c'est l'avantage aussi des jouets, c'est que ça permet de faire à 2 des choses qu'on ne pourrait pas faire sans le jouet. Et donc on se retrouve presque à 3. Voilà. Voilà, exactement, c'était très bien. Très bien. Bon, et quelle note vous lui donnez alors ? Je lui donne 7 sur 10. 7 sur 10, d'accord. Et je dirais que c'est vraiment un basique à avoir, un basique très efficace à avoir chez soi. Eh bien, ce basique, ça s'appelle le Dong.G Ultra Soft de la marque Ouche et vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Merci beaucoup, Victoire. Merci à vous, à bientôt, Merci. Au revoir. On continue avec une autre Delphine qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte. Et François, il est là. Bonjour. Aussi. François Bourgogne. Bonjour Delphine. Excusez-moi. Je vous en prie, c'est pas grave. On vous écoute, allez-y Delphine. Alors voilà, en fait c'était intéressant, j'étais à l'écoute juste avant l'intervention de Victoire et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit Brigitte sur les petites victoires et mon témoignage va dans ce sens-là en fait, ça tombe bien parce qu'il se trouve que moi en fait dans mon histoire, alors le thème de l'émission m'inspirait et je voulais et parce que en fait dans mon histoire des traumas connus dans la petite enfance ont bousculé mon existence actuelle parce que tout est remonté. En fait, j'ai fait une grosse fatigue professionnelle. Voilà, post-Covid, etc. Donc, gros burn-out, pouf, arrêt de travail. Et en fait, les traumas que j'avais connus petite et qui avaient été mal soignés ou qui étaient en attente de fin de traitement, peut-être, on va dire, ont réémergé, en fait, d'un seul coup. Et ça est venu complètement paralyser ma relation amoureuse avec mon mari. Et ça a été une épreuve, mais de ça, j'en ressors justement avec l'aspect. Aujourd'hui, dans mon escarcelle, j'essaie de me lancer. Alors d'abord, j'ai fait un travail autour, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, des valeurs qui sont les miennes. Et en fait, ça a été intéressant parce que ça nous a amenés ensemble à s'interroger sur celles qu'on avait chacun, celles qu'on avait en commun, et comment on avait envie de continuer à les mettre en pratique ensemble. Et c'était un peu pour ça que la thématique du jour m'accrochait, parce que en fait, on peut croire que l'amour c'est un peu une pensée magique, quelque chose comme ça qui va tomber du ciel, parce que quand on est petit, on nous lit des histoires et on croit en Blanche-Neige et en La Belle au Bois dormant. Et en fait, tout ça, c'est le résultat d'un travail. Oui, mais ce qui est très beau dans ce que vous dites, Delphine, c'est qu'on voit que là, la relation que vous avez tous les deux, c'est une relation avec un engagement très fort. Et qui quelque part apporte une sécurité affective qui n'a pas de prix, quoi. Et c'est grâce à ce socle très fort que vous acceptez tout ce qui va pas, parce qu'au fond il y a la maison tient fort parce qu'il y a un soubassement qui est fort, quoi. Ouais, disons que il y a eu, j'ai la folie de penser, malgré toutes les choses très raisonnables que je viens de dire, que quelque part on tombe amoureux d'une personne
Et inconditionnellement, j'avais un papa génial qui disait il faut prendre les gens comme ils sont, pas comme on voudrait qu'ils soient. J'ai mis très longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, ça. Très très longtemps, en tout cas dans la pratique. Mais je commence à le toucher du doigt et surtout à avoir envie de le mettre en pratique. Et ça demande c'est-à-dire que j'ai envie de dire, il y a presque quelque chose d'inconditionnel dans l'amour qui fait que une fois que ça c'est là, ce socle est là, ben après on compose avec. Alors ça veut pas dire qu'on doit tout accepter, hein, pas du tout. Au contraire, parce que l'amour, quelle que soit sa nature, que ce soit en amitié ou avec ses enfants ou avec son conjoint ou peu importe, son parent aussi, ben ça impose. Pour moi, l'amour impose le respect. Et dans le respect, il y a soi. Mais vous savez, Delphine, c'est facile d'aimer l'autre pour ses qualités. Aimer, c'est accepter l'autre aussi par ses défauts. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait des défauts qui soient des cartons rouges pour nous, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'encore une fois, bien sûr qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'alchimie, du mystère dans l'amour, mais il y a quand même des choses assez concrètes, quoi qu'on en dise. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez eu besoin de remettre de la lumière sur vos valeurs communes. Et dans les cartons rouges, il y a ce qu'on pourrait appeler un conflit de valeurs indépassable. C'est-à-dire, voilà, c'est donc à commencer par des valeurs de respect de soi et de respect mutuel. Donc c'est très très bien. Enfin, moi je trouve que votre témoignage est parfait par rapport à tout ce qu'on a échangé depuis le début de l'émission. Parce que il y a cette colonne vertébrale autour des valeurs communes en fait qui pour moi est au centre d'une relation viable. Et d'ailleurs quand vous parlez de colonne vertébrale, en effet, si on a une colonne vertébrale qui va bien et qui tient bien, on tient bien debout. Donc votre couple il tient bien debout. Ouais, alors pour faire un jeu de mots, c'est drôle ce que vous dites parce que mon mari est quelqu'un qui souffre du dos depuis son plus jeune âge et pour écouter souvent vos émissions, Brigitte, je fais souvent des clins d'yeux à Michel Odoul parce que je l'ai découvert grâce à vous et j'essaie de semer des petites graines pour lui faire comprendre que le mal de dos, ça fait peut-être écho à des choses qui sont pas que physiologiques, mais il faudra un petit peu de temps. Et ça, c'est chacun son chemin. Oui, et puis c'est un homme, il est peut-être moins sensible à une interprétation plus symbolique de son mal de dos, mais sans doute que c'est quelqu'un qui fonce et qui avance et qui veut en faire quoi qu'il en soit et qui ne sait pas se reposer, se poser et prendre soin de lui, certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des émissions comme les vôtres et des éclairages comme celui de Monsieur Bourgognon ou certains d'autres de vos autres invités sont, je trouve, des petites parenthèses nécessaires pour arriver justement à remettre un peu de lumière par petites touches comme ça dans le quotidien et à dérouler finalement, j'ai envie de dire, le fil de l'amour. En tout cas, essayer de le maintenir en vie le plus longtemps possible, quoi. Mais je crois qu'il faut pas oublier que c'est un petit peu d'investissement aussi et que rien n'est simple. C'est très joli, les histoires à l'eau de rose et les contes qu'on nous raconte quand on est tout petit. Ça fait écho certainement à des choses dont on a besoin pour se construire, mais ça suffit pas. Oui, c'est ce qu'on appelle la lune de miel, mais la lune de miel, on sait tous que ça dure qu'un temps et qu'après, effectivement, ça peut demander ou ça demande même quasi systématiquement des efforts et des ajustements. Mais ça vaut le coup quand la relation est belle. Mais en tout cas, bravo parce que de votre enfance avec des difficultés, vous en avez fait quelque chose. Vous vous êtes dit. Ça nécessite du travail et du coup vous avez une relation qui semble être pérenne, donc comme quoi. Oui, ça valait le coup. Ça valait le coup. Faut pas lâcher. Non. Mais vous savez, Delphine, je crois que on a tous dans la vie des épreuves, des conflits, et c'est ce qu'on va en faire qui compte. C'est pas croire que la vie est un long fleuve tranquille. C'est s'illusionner et tout mettre sur le dos de la société, des autres ou je ne sais quoi. C'est finalement vouloir rester victime et pas prendre ses responsabilités. Je crois que c'est ce que je retiens de l'échange qu'on vient d'avoir, c'est ce que je vais retenir. Je crois que le plus important, quelle que soit la relation qu'on est prêt à animer, c'est de maintenir vive sa responsabilité, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on s'investit.
il suffit pas de consommer une relation, ça se consomme pas, ça s'anime en fait. Tout à fait. Je suis tout à fait C'est d'accord. très joli ce que vous venez de dire. Moi, je vais le garder. Merci Delphine. Merci. Je vous en prie. Et oui. Allez, on fait une petite pause et on va conclure avec Dalila. On n'aura eu que des femmes pour parler d'amour. Hein. Moi, je ne fais pas de, je ne dis rien de plus, hein, mais on a eu que des femmes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. François Bourguignon est avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Nuances, aux éditions First. Et on va conclure avec Dalila, qui va nous raconter une histoire assez particulière, je crois. Bonjour Dalila. Allô, bonjour. 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 Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, Monsieur Bourguignon, Bonjour. et à tous les éditeurs de Sud Radio, ma radio préférée. Ah, merci Dalila. Eh bien, alors racontez-nous, vous avez vécu une histoire assez particulière. Hein. Oui, comme j'ai dit à vos collègues tout à l'heure, c'était une rencontre à distance sur les réseaux avec une personne que j'ai jamais vue au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc vous êtes contacté il y a combien de temps? On s'est connus en octobre 2018. En 2018, d'accord. Oui, mais là, alors après, il y a eu. Donc vous n'êtes pas rencontrés? Non, c'était sur un groupe de parole comme ça sur un réseau social, et je tombe parce qu'ils viennent du même pays dont je suis originaire. Du coup, la première fois, je croyais que c'était une personne que je connaissais. Vous voyez. D'accord. Oui. Comme j'ai fait mes études là où j'ai vécu et tout. Et après, on a commencé à discuter. Finalement, la personne, elle vient du sud de l'Algérie. Moi, je viens des montagnes. Je suis algérienne d'origine, voilà. Voilà, on commence à discuter. Ah oui, vous êtes en France? Je dis oui, depuis combien d'années? Nanani, nanana. Et puis, sa première réaction, Brigitte, c'était non, ça m'intéresse pas. Enfin, c'était, voilà, c'est son avis. On n'a pas commencé à mettre en chose quoi que ce soit, mais non, c'était pas son truc de vivre à l'Europe. Mais apparemment, il a vécu déjà dans je sais plus où, 5 ans, et il est rentré s'installer définitivement en Algérie. Du coup, déjà, ça, j'ai pas pris déjà compte de ce drapeau rouge. Mais je suis restée comme ça, 3 mois, 6 mois, et voilà, on a comme si voilà. Et mais vous avez correspondu jusqu'à aujourd'hui? Non, là, ça fait 2 ou 3 mois que j'ai tout coupé. Voilà, j'ai tout coupé parce que c'était quelque chose de, voilà, c'est l'attente. Voilà, l'attente, la dépendance affective. J'ai compris beaucoup de choses. C'est une personne qui est venue me montrer beaucoup de choses sur moi-même. Voilà. Donc vous échangiez beaucoup, mais sans jamais vous être rencontrés. C'est ça. Et puis en plus, quand par exemple, je commence à vouloir mettre sur place quelque chose, lui, comme la première fois, c'était moi, vivre en Europe, ça m'intéresse pas. Toi, si tu veux rentrer vivre ici, tu manqueras de rien. Mais voilà, au lieu que je coupe les premiers 3 mois ou les premiers 6 mois, je continue à discuter avec, du fil en aiguille, et puis après, jusqu'à ce que je me suis... en fait, ça m'est arrivé comme la grenouille. Oui, qu'on met dans l'eau froide et qu'on réchauffe tout doucement, et du coup, on ne se rend pas compte. Donc voilà. Vous avez à un moment donné, je suppose, puisque vous avez témoigné aujourd'hui sur une émission où on parle d'amour, à un moment donné, vous êtes peut-être un petit peu tombé en amour pour cet homme, alors? Il y a eu des sentiments, oui. Mais moi, j'étais, même de sa part, hein. Mais c'était quelqu'un qui, on va dire, il a choisi la raison par rapport, je l'ai compris avec le temps, il est beaucoup plus famille, il est beaucoup plus enfant, puisqu'apparemment il est divorcé, il a 2 enfants. Voilà, par rapport à moi qui est un Mais est-ce que Dalila, est-ce que s'il avait accepté de venir par exemple en France, vous auriez accepté de le rencontrer, j'imagine? Bah oui. Oui. Donc en fait, il y avait en Algérie une fois, mais je suis partie, sans le prévenir, 3 jours à l'avance parce que j'avais une urgence.
Mais je suis restée que 10 jours. Et vous n'avez pas réussi à vous voir parce que vous n'étiez pas dans la même région. C'était pas le bon timing non plus. Mais il me disait, il a senti que j'étais vraiment, suis tombée. En fait, il a senti que je me suis attachée à lui. Du coup, il m'a dit plusieurs fois, il me l'a dit 2 ou 3 fois de tout couper. Mais là, j'ai pris mon courage en main et j'ai tout coupé. Oui, mais finalement, François Bourgognon, on a l'impression que il y a eu donc des sentiments de part et d'autre, mais il n'y avait pas la même valeur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voulait rester en Algérie et Dalila n'avait pas envie d'aller vivre en Algérie. Donc quelque part, il y a une incompatibilité pour qu'il y ait de l'engagement. Oui. Alors, je ne sais pas si je parlerai de valeur, mais en tout cas, effectivement, il y a un écart incompressible sur le plan géographique. Lui ne veut pas quitter l'Algérie, Dalila veut rester en France, donc et à mon avis, elle a bien raison. donc dans l'équation, il y a quelque chose d'insoluble en fait. Et si on n'arrive pas à tomber d'accord, comment faire pour être ensemble si géographiquement on n'est pas ensemble? Alors, ce qui est peut-être intéressant, Dalila, à comprendre, c'est pourquoi vous engagez une histoire et pourquoi vous tombez amoureuse de quelque chose qui ne peut pas se concrétiser. Parce que ça parle de vous. Oui, déjà, quand il m'a dit que il vient du sud de l'Algérie, moi, tout de suite, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à mon père, à mon défunt père. Parce que moi, j'étais trop attachée à mon père. Il a travaillé dans le sud de l'Algérie. Du coup, il restait 45 jours pour rentrer à la maison, pour rester avec nous 15 jours. Donc, ça sent le complexe d'Oedipe, là, Dalila. Comment ? Je dis, ça sent le complexe d'Oedipe à plein nez, ça. Hein. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que il vous attire parce qu'il vous fait penser à votre père, à l'amour que vous aviez pour votre père, et comme vous avez un tel amour pour votre père qu'il n'est pas question d'avoir un amour concret, réalisable avec un autre homme. Ouais, bon. Oui, bon. Une expérience. Comment on dit ? Parce qu'il faut, c'est bien d'avoir un grand amour pour son père, mais à un moment donné, il faut pas que ça vous empêche d'avoir un vrai amour concret avec un autre homme. Hein. Oui, mais je vous parle pas que, il y avait de l'attachement, il y avait de la dépendance. Enfin, c'était comme je viens de vous dire au début, c'était de l'attente, c'était de l'espoir. Puis après, je me suis dit, de toute façon, lui, les 2-3 mois, il m'avait dit ça. Et après 5 ans, il me dit toujours la même chose. Bon, c'est ça, il faut prendre ça, c'est la réalité. Puis voilà, basta, j'ai tout coupé. Mais lui, par contre, non. Il n'a pas coupé, c'est-à-dire de temps en temps il m'appelle, des fois il met un mois, il m'appelle, des fois une semaine, il m'appelle. Ça vous fait plaisir quand il vous appelle ? Ah non, il a nourri quand même, pour moi, il avait nourri un espoir. Non. Donc peut-être qu'il ne faut pas répondre quand il essaye de vous rejoindre. Oui, mais là j'ai tout coupé, ouais. Oui, c'est mieux parce que là il faut que vous passiez à autre chose. Oui. Ouais. Même si vous avez eu envie de nous appeler pour nous raconter ça, c'est que c'est quelque chose qui vous a énormément marqué, je suppose. Bah oui, mais on est resté à parler ensemble 5 ans et puis il y avait beaucoup de. Vous savez, il y a peut-être eu un petit peu comme une sorte de thérapie dans cet échange que vous avez eu avec cet homme. Il vous a permis de mieux comprendre certaines choses chez vous. Oui, vice versa, parce que lui, il me parle toujours de ses croyances, là où il est, du fonctionnement, et moi je lui parle c'était ça, j'ai vécu ça, mais maintenant je suis ici depuis presque 20 ans, j'ai fait autre chose, j'ai connu autre chose, oui, c'était vice versa, c'est pour ça peut-être qu'il n'a pas coupé lui aussi. Oui, mais vous avez grandi plus vite que lui alors, peut-être. Comment ? Vous auriez grandi plus vite que lui, peut-être. Oui, et je suis aussi plus grande que lui. C'est quelqu'un on a quand même un écart d'âge. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure après le témoignage qui est aussi quelque part de l'amour, même si ça reste virtuel? Oui, en tout cas, c'est un premier pas dans la relation. C'est-à-dire, on commence à échanger. Alors, de façon à distance, par les réseaux, etc. Alors après, elle voit que effectivement, entre guillemets, le passage dans la vie réelle ou dans la concrétisation, dans le fait de se voir, n'est pas possible. Et puis, elle a pris sa décision. Et je pense que c'est très bien comme ça.
Moi, par rapport à l'émission globalement, en fait, si je dois dire quelque chose pour conclure, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Delphine sur la question de la responsabilité dans les relations, quand elle disait qu'une relation ça se consomme pas, ça s'anime. Je trouve que voilà, moi je garde cette phrase en conclusion comme un cadeau, voilà, par rapport à cette émission. Eh bien moi je suis ravie d'avoir animé cette émission pendant 2 heures qui parle d'amour, parce que finalement c'est peut-être la seule chose qui est essentielle dans notre vie. En tout cas c'est ce que j'aurais envie de dire en conclusion. Merci François Bourguignon. Merci. Votre livre s'appelle Nuance, c'est aux éditions First. Demain on est avec Jean-Charles Bouchou et on va parler du rapport entre la mort et le sexe. Voilà, c'est une façon peut-être de coller un tout petit peu à l'actualité. Tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delovan.